Éclairer le deuil, un projet réalisé par le laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique, en collaboration avec le réseau d'éclaireurs et l'organisme Deuil 02. Bienvenue dans cette série de capsules qui vise à enrichir notre compréhension de la mort et du deuil. En compagnie de différents invités, on va discuter des façons concrètes de soutenir dans leur quotidien des personnes confrontées à un deuil. Je m'appelle Anne et je vais être votre animatrice. Cet épisode exposera l'histoire personnelle et le vécu des participants. À travers des témoignages, les invités échangeront sur leur propre expérience du deuil. Certaines histoires peuvent donc être sensibles. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de la perte d'un ou d'une partenaire amoureuse. Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de 5 invités. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Anne, mon nom est José Bourassa. Bonjour Anne, moi c'est Jennifer Brassard. Bonjour Anne, moi c'est Jordan Mailly. Bonjour Anne, mon nom est Stéphanie Bouchard-Dallaire. Bonjour Anne, mon nom est Nathalie Tremblay. Bonjour à tous, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment chanceux que vous soyez là aujourd'hui. José, est-ce que vous pouvez nous partager votre histoire? Bien sûr. Alors mon histoire, c'est plutôt là où ma vie a changé, je vais dire. C'est arrivé le 18 janvier 2015. Je venais de passer un très, très bon moment au spa avec une amie. Et au sortir du spa, mon téléphone était rempli de messages, d'appels manqués. Je me rendais compte que plein de gens cherchaient mon conjoint et qu'il ne répondait pas, ce qui n'était pas son habitude parce que c'était un musicien qui faisait les messes du dimanche matin, et on était le dimanche matin. Et donc, il devait être déjà sorti de la maison. De fil en aiguille, donc, je me suis dirigée rapidement vers la maison que je partageais avec lui, avec mon ami, pour finalement me rendre compte qu'il était décédé subitement, couché dans le salon, si on veut. Donc, c'est de cette manière-là que ma vie a changé. Décédé subitement, je partageais ma vie avec lui, je partageais mon quotidien avec lui et c'est pratiquement indescriptible sur le moment lorsque notre conjoint décède parce que c'est comme si on avait... Moi, l'image qui m'est venue en tête, c'est les 2 pieds sur le bord d'un précipice. Non pas parce que j'avais envie de m'y jeter, mais parce que c'est une ligne interrompue. Notre quotidien, à la seconde près, vient de changer. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment vont se dérouler mes jours? Et là, la tête tourbillonne et finalement, on embarque dans ce tourbillon d'émotions-là qui, on ne sait pas combien de temps va durer, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais c'est une perte, mais on se sent perdu à la fois. Donc, c'est ce qui est arrivé le 18 janvier 2015. Merci José pour ton partage. Alors moi, mon histoire, écoute, c'est le 12 août 2021. C'est que Philippe Bellé se pratiquait pour faire la traversée du lac Saint-Jean. Et puis, il avait décidé de faire ce magnifique défi qui était, somme toute, rocambolesque parce que Philippe, c'était un sédentaire qui était assez tranquille sur le sport et tout d'un coup devient un super athlète qui fait 32 km de natation. Il l'aurait réussi, assurément, mais 2 jours avant de faire le défi de la traversée du lac Saint-Jean, il nage avec sa fille et des amis de nage au lac Clerval. Puis, il a arrêté subitement de nager, puis il a dit à sa fille, « Attends 2 secondes, je me sens étourdi. » Et puis, il est parti. Alors, c'est une arythmie cardiaque qu'il a eue, dans son cas à lui. Il est décédé d'un bras de sa fille. Sa fille est partie chercher du secours et j'ai reçu un téléphone. Moi, je sortais du restaurant avec mon équipe de mon entreprise. On mangeait ensemble. On était à Chicoutimi, je sors, puis le téléphone sonne. Puis on me dit, il y a un nageur qui a eu un malaise, mais on ne sait pas si c'est Philippe. Mais moi, je le savais que c'était lui. Fait que j'ai parti. En fait, ma collègue m'a pris le volant parce que clairement que j'aurais sûrement eu un accident. En fait, j'ai même demandé de me débarquer pour courir tellement que je trouvais que ça allait pas assez vite, comme si j'allais aller plus vite qu'un auto. Mais on pense plus, on agit. Fait que quand je suis arrivée sur les lieux, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un sortir de l'eau avec le drap et j'ai vu ses cheveux. Alors, j'ai su que c'était bel et bien mon homme. Fait que c'est toujours l'image, même si le temps passe, ça fait tout le temps d'en parler parce que c'est un côté qu'on essaie de rendre positif, mais c'est la pire journée de ma vie. C'est ça, c'est un précipice. Moi, j'ai eu l'impression que j'ai tombé dedans.
C'était la personne avec laquelle j'avais l'intention de passer ma vie. Et puis, clairement, ben, je me voyais avec les cheveux blancs avec lui. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça, ma vie a chamboulé, elle a changé de tout. C'est essayer de trouver des repères dans ce qui est pas normal, en fait. Fait que ça a été assez intense. Fait que c'est ça, en gros, ma journée. La journée que ça s'est passé, il y a une belle. Tu sais, je continue à vivre, je vis bien, là, même si je pleure encore. Mais c'est ça. Ça a été mon histoire. Je te remercie infiniment pour ton partage, puis je suis tellement désolée. Merci. Jordan, est-ce que tu veux nous raconter ton histoire? Oui, donc pour mettre un peu en contexte les gens, tu sais, moi, présentement, j'ai 25 ans. Puis ma conjointe, Dominique Gobet, est décédée l'été dernier, donc le 14 juillet 2023. Puis essentiellement, Dominique est décédée d'un cancer, donc d'une maladie qui a perduré pendant environ 1 an. On a su qu'elle avait un cancer le 1er août 2022. Elle est décédée le 14 juillet, donc environ 1 an. Puis donc moi, j'étais avec Dominique depuis la pandémie, donc depuis l'année 2020. Puis c'était la personne avec qui je voulais passer ma vie, puis c'était clair pour elle aussi, donc on avait beaucoup de projets de vie devant nous. Puis ça a été un choc en quelque sorte d'apprendre qu'elle avait une maladie parce qu'on ne connaissait pas encore vraiment les tenants et aboutissants du cancer. On était dans l'incertitude au début. Puis c'est seulement au mois de décembre qu'on a su que c'était vraiment un cancer en stade terminal, qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir pour une guérison. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment profité des journées qui nous restaient. On n'avait pas de délai qui nous était dit, il n'y en avait pas de pronostic clair. Donc on a profité vraiment de chacun des moments. Puis arrivé à la fin du mois de juin, son état de santé commençait à se détériorer. On voyait qu'il y avait des signes avant-coureurs que la fin s'en venait. Puis c'était dans nos projets, en fait, Dominique et moi, de se marier avant son départ. C'était un projet qu'on avait pour le futur, mais qu'on a décidé de devancer dans les circonstances. Puis donc, on s'est mariés le matin du 14 juillet. Puis Dominique est parti 12 heures plus tard à la maison des soins palliatifs du Saguenay. Puis durant le mariage, c'était tellement. Pour moi, c'était le plus bel événement de ma vie. Je veux dire, je me mariais avec la femme de ma vie. Puis elle était vraiment consciente. Son corps n'était pas nécessairement, n'était pas physiquement euh, apte à se lever ou à bouger. Mais mentalement, Dominique était là, puis on était capable de parler avec elle, on avait une discussion avec elle. Donc, le mariage s'est très bien déroulé. Mais c'est sûr que pour moi, cette journée-là est spéciale parce que c'est autant la plus belle journée que la journée la plus malheureuse de ma vie. De savoir que Dominique est parti cette soirée-là. Euh, c'est quand même récent, mais en rétrospective, pour moi, les événements se sont déroulés d'une façon exceptionnelle. Je ne regrette pas du tout ce qui s'est passé. Tu sais, je veux dire, dans les circonstances, c'était la meilleure chose qui ait pu arriver pour Dominique, de pouvoir vivre des beaux moments en fin de vie comme ça avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches, avec moi. Puis, donc, c'est un deuil qui est en soi encore tout récent. Donc, je commence à avoir une perspective peut-être plus distancée par rapport au 14 juillet. Mais c'est sûr que ça va tout le temps rester profondément marqué là, en moi. Je te remercie pour ton partage. Est-ce que tu veux y aller, Stéphanie? Moi, mon petit contexte, ça s'est déroulé en 2019. Et j'étais enceinte presque à terme, en fait. Ma conjointe se sentait pas super bien. C'est quelqu'un qui était assez dur sur son corps, puis était professeur en éducation physique, tu sais, fait que elle endurait pas mal. Puis on était à ce moment-là en rénovation aussi chez nous, qu'on n'était pas à la maison. J'étais chez mes beaux-parents. Puis, dans le fond, j'ai accouché le 27 juin. Puis à partir du 28, elle a eu un premier rendez-vous de ce qu'elle pensait être une infection urinaire. Puis pour finalement se rendre compte un petit peu plus tard, là, après quelques examens, qu'elle avait un cancer de l'ovaire au stade 4 avec une grosse masse à l'abdomen. Fait que là, ça a été un petit peu fou comme période parce que là, j'avais un nouveau petit bébé que j'allaitais. Puis là, on était stressés au bout parce qu'on pouvait pas, on savait pas trop le diagnostic à ce moment-là, si ça pouvait. Parce que là, stade 4, c'est arrivé comme un petit peu plus tard. Mais fait qu'on était beaucoup dans l'incertitude, puis dans la frustration.
Puis après ça, ben là, ça en est suivi une espèce de course dans les hôpitaux avec le bébé, avec des tests, puis toutes sortes de choses. Finalement, elle a été opérée, eu de la chimio. Elle était beaucoup en colère parce qu'elle sentait qu'on lui enlevait sa vie alors qu'elle était dans. euh, on allait comme se stabiliser, notre famille était faite, elle allait juste voir grandir ses enfants. Puis, fait que c'était quelque chose quand même assez difficile. Donc, elle est décédée en fait le 23 septembre 2019. Fait que moi, j'avais une petite puce de 2 ans et demi à ce moment-là, puis une autre puce de 3 mois. Au-delà de tout ça, j'ai eu beaucoup de soutien. Je dirais que c'était la pire période de ma vie, mais en même temps, tout s'est déroulé tellement bien autour que ça a vraiment été facilitant. Euh, c'est ça. Par contre, c'est comme un petit peu. Il y a mon deuil, mais il y a le deuil de ma plus vieille surtout, qui a été quand même consciente de certaines choses. Puis là, ben, c'est comme si elle aussi, à chaque étape de sa croissance, ben, elle prend conscience de qu'est-ce que c'est la mort, là, des questions. Là, c'est quelque chose qui est comme encore en mouvement, probablement jusqu'à temps qu'elle atteigne l'âge adulte, là, j'imagine. Fait que c'est ça ma petite histoire, mon contexte. Merci Stéphanie pour ton partage. Est-ce que tu veux y aller? En fait, moi, j'ai vécu 2 deuils. Le premier était le 25 novembre, 2015. C'était mon ex, conjoint avec qui j'avais partagé ma vie 10 ans, que j'avais été mariée 10 ans, que j'ai eu un fils avec lui et dans les dernières années de sa vie, ben, moi et mon deuxième époux, on était avec, mon fils, on était proches aidants pour lui et le 25 novembre, ben, il a commis l'irréparable, il s'est suicidé. Donc ça a été un choc, le téléphone le matin. Surtout, comment aller annoncer à mon fils qui a un TSA la nouvelle que son père, sera plus là pour lui. Donc c'est sûr que ça a été le 1er deuil. Par la suite, le 10 décembre 2019, ben là, c'était vraiment, mon deuxième deuil et ça a été le plus difficile de ma vie. Mon époux, que j'ai passé 20 ans avec lui, qu'on a adopté des enfants à besoins spéciaux ensemble, des enfants handicapés. Lui était atteint de la fibrose kystique. On chantait ensemble. On a eu pendant 8 ans notre entreprise ensemble. On était, soudés comme les 2 doigts de la main, des âmes sœurs vraiment. Et puis, il est parti, comme ça, il a pas eu le temps d'avoir de greffe. Et c'est là vraiment que comme ma vie a basculé dans le sens que je suis célébrante de funérailles dans la vie et j'avais une funéraille qui était pas prévue. Donc ce matin-là, je suis allée faire des funérailles et en sortant, j'avais plein de téléphones, plein de messages sur ma boîte vocale. Donc je me suis assise, j'ai pris le message et là, la pneumologue qui était de garde me disait de me rendre, aux soins intensifs, que mon époux était entre la vie puis la mort, que fallait que je me rende rapidement. Évidemment, j'étais pas capable de conduire. Donc la vie est bien faite. Mon frère et ma belle-sœur se rendaient, à l'hôpital pour aller rendre visite à mon époux. Donc j'ai pu aller avec eux à l'hôpital. J'ai des gens qui se sont précipités pour aller s'occuper de mes enfants à la maison. J'ai eu quand même beaucoup de soutien. Mais, je dirais que le pire pour moi, c'était d'avoir la décision 30 heures plus tard dans mes mains de quand est-ce que j'allais le débrancher. Et ça, pour moi, c'est la pire expérience, d'avoir la vie de quelqu'un dans les mains, puis de dire: «Il faut que je trouve le bon moment pour débrancher». Ça m'arrive des fois encore de penser à ça. Est-ce que c'était le bon moment? Y avait-tu vraiment partir à cette heure-là, à ce moment-là? J'aurais-tu pu faire quelque chose de plus?
Ben, c'est ça. On continue. Je te remercie pour ton partage, Nathalie, puis je vous remercie tous pour vos partages. José, est-ce que tu veux nous parler des particularités du deuil d'un ou d'une conjointe? Je dois vous dire que dans ma vie, j'avais, malheureusement vécu beaucoup de deuil. Le deuil de mes parents, le deuil d'un frère. Mais quand le deuil du conjoint est arrivé, vous savez, on construit notre vie avec notre conjoint, on construit le quotidien, chaque minute de notre vie avec cette personne-là. Et quand le conjoint ou la conjointe décède, en tout cas moi, c'est ce qui m'est arrivé, on a l'impression que toute cette construction-là s'effondre. Et on doit se reconstruire. C'est vraiment l'expression, je pense, la plus adaptée. Mais comment faire? Il faut d'abord ramasser les débris, il faut d'abord voir qu'est-ce qui est tombé, il faut d'abord comprendre aussi qu'on vient de déconstruire et de terminer une histoire, mais qui dans notre cœur puis dans notre tête n'est pas terminée. Elle s'est terminée par la mort, mais pas par le choix qu'on a fait, soit de quitter le conjoint ou de terminer une relation. Je dirais que d'abord et avant tout, la particularité donc du deuil du conjoint, c'est ça, c'est vraiment notre quotidien à la seconde près qui change. Effectivement, je trouve que José a bien fait un beau résumé. C'est comme si tout d'un coup, tout ce qu'on pouvait imaginer ne pourra plus jamais arriver. Puis c'est aussi le fait que on devient toute seule dans plein d'événements, plein de moments, quand dans le fond, tout ce qu'on voulait, c'était être avec cette personne-là. Tu sais, moi, je me souviens quand j'arrivais puis je voyais que son auto était dans le cours, j'étais tellement contente. Puis, tu sais, j'avais hâte qu'ils viennent chercher la vanne des films de l'abbé quand Philippe est décédé parce que je la voyais à chaque fois en me disant, mais il est plus là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme le vide que ça laisse. C'est un vide énorme. Tu sais, t'as tes enfants, tu sais, moi, j'ai des entreprises, je faisais mes. Mais s'il y a un vide qui va rester, puis qui sera jamais comblé, même si il y a d'autres personnes qui y passent, là. Parce que c'était pas un choix. On n'a pas laissé l'autre pour vivre autre chose. La vie nous l'a enlevé. Puis maintenant, ben, on vit avec autrement. Moi, Philippe, je lui parle à tous les jours, je lui écris presque à tous les jours que je l'entends me répondre. J'aime ça, me dire qu'il y a des réponses qu'il me donne. J'aime ça, me dire qu'il y a quelqu'un qui m'appelle parce qu'il a dû dire, là, t'appelles ma blonde parce qu'elle va vraiment pas bien, tu sais. Je pense qu'il lance des perches à sa façon. J'ose y croire. Puis pour moi, ben aujourd'hui, c'est un bel oiseau. Puis il me rend en visite assez souvent. Jordan, est-ce que tu as remarqué d'autres choses par rapport au deuil de ta conjointe? Oui, ben en fait, je ne veux pas nécessairement répéter parce que c'est ce que José et Jennifer ont dit, ça s'applique totalement, je pense, pour tout type de deuil d'un conjoint ou d'une conjointe. Puis ce que je remarque aussi, c'est que c'est le deuil du futur, en fait. C'est le deuil d'un futur qu'on croyait qu'elle existait. Parce que lorsqu'on est dans une relation de couple qui se passe bien, on est heureux avec la personne avec qui on est, euh, on s'imagine un futur dans lequel on est bien, on s'imagine un futur avec cette personne-là. Puis de savoir que ce futur-là, finalement, n'existera jamais, c'est un vertige total. C'est une perte de contrôle, c'est une perte de moyens, on a l'impression de tomber dans un grand vide, puis on a l'impression qu'on s'en sortira pas, là. Tu sais, avec Dominique, en fait, on voulait fonder une famille, on avait des projets de vie, on se voyait vieillir ensemble. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, que tout se termine euh, d'une façon qui est aussi précipitée, ou qu'on n'a pas l'impression de voir venir, c'est un défi en soi. Donc, c'est sûr, le futur en soi est différent. Moi, j'ose croire aussi que Dominique est toujours là d'une façon ou d'une autre, à sa façon. Mais c'est une réadaptation de la vie de tous les jours, du quotidien, de chaque moment qu'on a passé ensemble qui n'existeront plus pour l'avenir. Effectivement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Stéphanie? Ben oui, en fait, moi, j'ai trouvé que le deuil du quotidien, c'était assez important parce que c'est ça, chaque geste, un peu comme José disait, tu te lèves le matin, tu as quelqu'un à côté de toi, tu fais ton déjeuner, veux-tu une toast, veux-tu un café, tu sais, c'est un deuil de chaque petit moment comme ça. Puis aussi, le deuil, ben moi, en fait, ça a été, oui, me reconstruire, mais à savoir qui je suis. Tu sais, ça faisait depuis que j'avais 20 ans, ça faisait 13-14 ans qu'on était ensemble. Qui je suis? Moi, là, on écoutait plus sa musique. OK, moi, c'est quoi que j'aime?
On avait un cercle d'amis aussi, puis ça aussi, c'est un genre de deuil de ce sera plus comme avant. Est-ce que je m'entendais-tu vraiment bien avec cette personne-là? Euh, il y avait des activités aussi qu'on faisait ensemble, beaucoup de sport, dans des équipes, tu sais, puis fait que là, t'as ton deuil à toi, mais t'as aussi le deuil de tous les gens autour que tu vois régulièrement, qui se fait pas nécessairement au même rythme parce que eux autres, quand ils te voient, ben, ça réactive quelque chose. Puis, puis pour toi aussi, finalement. Mais tu sais, c'est ça. Toi, à chaque minute, ben, c'est une personne qui te manque. Fait que t'es toujours, toi, un peu réactivé par chaque petit détail. Puis je trouve qu'avec des enfants aussi, c'est comme encore plus intense parce que tu te dis, bon, la petite, elle commence à patiner, elle commence à marcher, elle commence à ci, ça. Fait que tu sais, ça, j'ai trouvé que c'était assez présent là, dans mon deuil personnel. Comme, ça a été dit tantôt par Josée, heu, le pire deuil, c'est vraiment, mon conjoint parce que j'étais, j'étais toujours avec lui, on faisait tout ensemble. Heu, c'est sûr qu'avec les enfants aussi, les enfants avec leur état, ça m'amenait à beaucoup plus de responsabilités, puis la compréhension du deuil des enfants. J'en ai un qui avait 17 ans, qui ne parle pas, qui et lui que son père, écoute, tous les matins, il allait le voir en se levant et puis là, il a été un mois que dès que je le sortais de sa chambre le matin, il tirait son petit coup, puis il cherchait son papa partout. Quand il rentrait quelqu'un dans la maison, il s'étirait pour voir si c'était son papa. Ça nous ramène beaucoup, et je dirais que la femme en moi qui était proche aidante de mon époux avec sa maladie, qui était proche aidante de mes enfants avec leur état, c'était d'accepter que maintenant, c'était moi qui avais besoin de soutien et que le rôle était inversé. Que oui, maintenant, j'avais besoin de mes enfants parce que c'était la mission de vie qu'on s'était créée ensemble d'adopter, nos enfants. Que c'était aussi, l'héritage un peu qu'ils me laissaient, ces petits-là, qui sont imparfaits, mais parfaits en même temps. C'est tout ça. Merci beaucoup. Hem, Ça me fait penser tout ce que vous dites là, que vous avez mentionné à plusieurs moments le soutien que vous avez reçu ou que vous avez pas reçu. Puis, je me demandais, pour traverser votre deuil, c'est quoi les choses qu'ont réalisé votre entourage qui vous ont aidé, qui vous ont fait du bien? Je trouve ça merveilleux ce que Nathalie, vient de raconter. Ça me permet de faire le pont parce que moi aussi, c'est mes enfants qui, d'abord et avant tout, m'ont apporté énormément. Mes enfants adolescents, presque adultes qui, tout d'un coup, ont inversé les rôles. Je m'étais toujours occupée d'eux et là, sans que ce soit demandé, sans que ce soit dit, sont arrivés vers moi, ont pris soin de moi et ça m'a permis de faire en sorte aussi d'accepter cette aide-là parce que souvent, bon, nous les mères, on s'occupe de tout le monde, on est fort, on a traversé des tempêtes. Avant ce deuil-là, moi, j'avais eu un autre divorce, on est fort, on est capable, mais ça prend de l'humilité quand arrive le deuil d'un conjoint et ça paie de devenir humble, d'ouvrir la porte. Donc il y a eu les enfants, il y a eu les amis aussi beaucoup et d'accepter un gros paquet d'amour pendant qu'on a la perte d'un conjoint. C'est un peu dichotomique, c'est un peu l'opposition. On perd un amour, mais il faut qu'on ouvre la porte à tout l'amour qui veut nous être donné autour. Donc, il y a tout un travail élastique, je dirais, du cœur à faire, mais qui est extrêmement payant. Ben, moi aussi, j'ai eu énormément de mes enfants aussi, les enfants de Philippe, évidemment. Mais j'ai été beaucoup dans l'accueil de la peine des gens aussi autour parce que ça a été un onde de choc monumental. Puis honnêtement, Philippe et moi, on est deux personnes, on pourrait dire publiques, parce qu'on a quand même des bonnes références, des personnes avec qui qu'on côtoie et qu'on côtoyait très régulièrement. Puis ces personnes-là, ben, ils étaient tellement dévastés que j'ai pris ma force, puis j'ai tassé ma peine pour essayer de les aider.
c'est bizarre ce que je dis, mais même au corps, le monde me disait, tu sais, j'ai flattais, j'ai consolais, puis pourtant, tu sais, c'est moi qui étais complètement anéantie, mais c'était comme ça, puis c'était correct parce que après ça, c'est moi qui ai tombé. Il a fallu que ça arrive aussi, mais ça a été très particulier, je trouve. C'était un vent d'amour, les gens. Ma cuisine était toujours pleine de monde qui me faisait à manger, j'avais pas faim. Tu sais, c'était comme contradictoire. Ma mère qui est venue rester presque 2 semaines chez nous, puis j'allais me coucher comme un enfant qui va rejoindre son parent en plein milieu de la nuit. Tu sais, on dirait qu'on tout vire à l'envers. On redevient quasiment enfant, là, tu sais, parce qu'on a besoin d'aide. Puis on a besoin de se faire expliquer qu'est-ce qui se passe, comme quelque chose qu'on n'a jamais vécu, comme un départ d'un enfant, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été assez particulier. Puis ça a duré, ça dure encore. Ça va faire 3 ans, mais j'ai encore des événements, des moments où ce que les gens, tu sais, savent que c'est plus précieux, plus fragile. Fait que j'ai eu une belle gang autour de moi, puis je suis contente de les avoir aidés au début, mais la balle est revenue assez vite. Et c'est quoi que tu as trouvé le plus aidant? C'est-tu la présence? C'est-tu la qualité? Qu'est-ce qui... Les deux. La présence me fait énormément de bien. J'ai eu besoin de mes moments tranquilles, seule aussi, parce qu'il fallait que je déverse toute la peine que j'avais sans nécessairement la faire devant les gens, là. C'était à moi. Mais les deux a été essentiels parce que c'est là qu'on sort. Puis même au niveau de mon entreprise, tu sais, je veux dire, moi, je suis le chef d'équipe qui est pas là. Puis là, je suis retournée au travail assez rapidement pour finalement être sur un pilote automatique pendant possiblement 3, 4 mois. Puis me rendre compte à quel point mon équipe avait repris les rênes de façon extraordinaire, tellement que ça m'a montré aussi qu'il fallait que je les responsabilise plus parce que visiblement, c'est ça l'humain. C'est quand ça a de l'adversité que ça devient quasiment meilleur. Puis, ben là, ça me donne plus de temps, finalement. Mais en tout cas, bref, il y a eu plein de choses. Je pense le mouvement de solidarité, les gens qui veulent t'aider, l'amour que tu reçois, fait un baume. Ça, c'est sûr, ça l'aide. Est-ce que tu veux y aller, Jordan? Oui, ben, en fait, j'ai 2 éléments qui me viennent en tête, comme ça. Un premier élément, c'est, ce qui est tellement aidant de la part de l'entourage, autant les amis, la famille, puis tu sais, dans ma famille, j'inclus la famille de Dominique aussi évidemment, là, c'est nos entourages, nos proches, l'absence de jugement parce que chaque personne fait son deuil à sa manière. On prend pas toujours les bonnes décisions pour soi-même. Des fois, on vit des moments difficiles, on n'a pas la capacité ou l'état d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Mais même à ça, c'est à nos proches à venir nous accompagner, puis sans nécessairement nous brusquer, de nous dire, ben, tu sais, écoute, je pense qu'on pourrait t'aider, on veut juste ton bien. Puis l'absence de jugement, puis la compréhension, c'est tellement essentiel dans n'importe quel deuil. Surtout, je trouve, je connais pas les autres deuils particulièrement, mais dans le deuil d'un conjoint, d'une conjointe, c'est toute notre vie qui est chamboulée, tu sais, il n'y a plus rien qui est pareil, donc tout est à refaire, le quotidien du matin, le quotidien des repas, le quotidien du retour au travail, le retour du travail. Donc c'est tous ces moments-là qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Puis lorsque les proches sont bienveillants, puis ils sont dans l'absence de jugement, puis la compréhension, c'est l'état d'esprit qui fait toute la différence. Puis, c'est un auteur récemment que j'ai lu, puis que j'ai vraiment beaucoup aimé, Stéphane Crête, qui est comédien, puis qui écrit sur le deuil, ben, sur les rituels, entre autres. Puis, lui, il utilise beaucoup le terme deuiller, le verbe deuiller plutôt que je suis en deuil ou être en deuil. Puis pour moi, c'est ce qui a fait une bonne différence, je trouve, pour l'instant, parce que c'est de dire, ben, faire mon deuil, pour moi, c'est une action. C'est pas d'être dans un état de deuil que je suis passif puis j'attends que les choses se passent. C'est que j'essaie tout du moins de mettre le plus possible en action pour essayer de passer à travers cette période-là de vie qui est plus difficile. Puis pour moi, aujourd'hui, ben, l'enregistrement, ça en fait partie, là. C'est ce qui m'aide énormément à avancer. Puis je fais le lien aussi avec ce que j'appelle un peu, de la part des proches, une attention bienveillante active, là. C'est-à-dire que dans mes amis ou mes proches ou la famille, des fois de me dire, ben écoute, telle journée, telle heure, j'aurais le goût qu'on fasse une activité ensemble, est-ce que tu peux? Puis la charge mentale que ça me demande de moins, de voir les proches, puis qu'eux-mêmes pensent, regarde, telle journée, telle heure, je pense que ça te ferait du bien, veux-tu qu'on fasse ça? Puis la pire chose qui peut s'arriver, c'est que la personne qui est en train de faire son deuil dise non.
Fait que les proches prennent un peu une responsabilité de dire regarde, on te propose une activité, je sais que ça pourrait te faire du bien, qu'est-ce que tu en dis? Puis ça, cette attention bienveillante active, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé, là. Parce que comment dire, c'est tout le temps malaisant pour quelqu'un d'approcher une personne endeuillée puis de lui dire ben écoute, appelle-moi quand tu veux. Bon, on sait pas trop sur quel pied danser, tandis que là, de proposer quelque chose, des fois, ça fait toute la différence. Merci, c'est vraiment intéressant cette importance d'aller faire le premier pas dans le fond. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Stéphanie? Oui, dans mon cas, comme, Josée disait, vraiment la présence, puis, Jennifer aussi, la présence des proches, tu sais, de recevoir beaucoup d'amour, comme juste au salon, tu sais, il y avait des gens que je connaissais absolument pas, des collègues de mon frère, tu sais, puis, amenez-en des câlins, là, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien, moi, personnellement. Il y en a qui aiment moins ça, puis pourtant je suis pas quelqu'un qui court après ça, vraiment pas normalement. Hem, puis, j'ai eu beaucoup de chance, d'être entourée, et ma mère qui a été là, vraiment, un bon bout de temps, plusieurs mois, qui m'a aidée. Moi, j'étais en congé de maternité et j'allaitais, puis tu sais, tout était vraiment une montagne à ce moment-là, juste apprendre à mon enfant à manger du solide, là, c'était comme, je repoussais le moment, puis, aussi, des amis qui m'ont fait des repas, heu, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Heu Mon employeur m'a demandé: «Écoute Steph, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider?» Il voulait vraiment s'impliquer. Puis là, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Un peu comme Jordan disait, des fois, on est comme ailleurs où, on sait pas qu'est-ce qui nous ferait du bien. Fait que finalement, c'est ça, eux aussi ils m'ont, payé des repas préparés pour moi et ma mère. Hem, Mon ami a gardé mon chien pendant 6 mois de temps, j'étais pas prête à aller le revoir avant un petit bout, fait que après ça, j'ai eu beaucoup, j'ai été chercher du soutien à la maison, de soins palliatifs, à Alma, le jardin de Mésange là avec, la fondation Solcan. Heu, Ils ont vraiment été vraiment aidants. Des soins de massothérapie, de réflexologie, je pense qu'ils ont 5 sortes de soins qu'ils peuvent fournir aux endeuillés, mais aux proches aidants aussi, ceux qui viennent, tu sais, comme justement ma mère, ma belle-mère, tout ça, qui sont venus nous aider. Hem, Beaucoup de soutien là. Avec le CLSC aussi, il y avait des gens qui venaient, ils venaient voir ce qu'on avait besoin, puis c'était pendant la maladie aussi là, les 2 là. Des aides mécaniques pour, des lits, de la salle de bain, des ajustements, tout ça. Fait que ça a vraiment été très aidant aussi là, à ce niveau-là. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'est, le lendemain matin, j'ai ma prof de chant qui, malgré toutes ses occupations, m'a téléphoné. Ça m'a fait du bien. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble, mais ça m'a fait du bien à ce moment-là de savoir qu'à cet instant précis-là, quelqu'un se souciait de moi et sans jugement, sans vraiment, c'était bien. Ensuite, la journée qui a suivi, j'ai, une ancienne collègue de classe qui me téléphone, elle dit, «Je passe te chercher à 11h avec ton fils, aîné, puis je vous sors». Je dis: «OK». Fait que là, j'ai fait garder les plus jeunes. Elle dit: «Même si vous pleurez, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai un horaire pour vous». Fait que, elle nous a amenés dans un petit café. On a pris un petit café ensemble, un petit lunch. Puis là, elle me présentait des gens que je connaissais pas. Hey, il y avait des moments intenses où je pleurais, mais pour elle, c'était pas grave, c'était: «On vous sort». Elle m'a amené visiter une petite entreprise où ils font des sacs à main et tout ça. Elle m'a présenté les propriétaires. Par la suite, elle nous a amenés à l'épicerie. Puis là, il restait, 6 jours avant les funérailles. Donc là, elle nous a fait choisir des mets préparés pour la famille, pour aller jusqu'aux funérailles. Fait que tout ce que j'avais à faire, c'était de servir les enfants. Mais moi, j'avais pas faim, tu sais. Fait que la troisième journée, ma sœur est arrivée avec un bon ragoût maison.
Ah, ça goûtait le ciel. C'était donc bon, c'était rassurant. Puis ma sœur, en quelque part, elle m'a comme ordonné le coup de manger, de m'occuper, que moi aussi, il fallait que je mange pour m'occuper des autres. Fait que c'est pratique des grandes sœurs. Puis mon autre grand frère, lui, qui était à l'extérieur, lui, il m'appelait. Puis là, il disait: «Bon, je veux prendre des nouvelles de toi, là». Puis fait que c'était vraiment bienveillant. Puis lui, mon autre frère, lui, qui est dans la région, ben, il venait me chercher. Puis il disait: «Bon, ben, je vais aller manger avec ma petite veuve au restaurant». Fait que c'était cute, tu sais, la famille était toute proche de moi. J'entends toutes les belles expériences que vous avez eues avec votre entourage qui s'est mobilisé pour vous aider. Puis ça me fait me questionner s'il y a d'autres éléments qui ont peut-être pas été faits, mais qui auraient été aidants, dont vous auriez eu besoin. Vas-y, Jordan. J'en profite pour rebondir sur la question. C'est pas nécessairement des éléments dont j'aurais eu besoin, mais des éléments que j'ai un peu oublié de mentionner, puis je pense que c'est pertinent de le dire. Faut pas hésiter à les consulter. Il faut pas hésiter à aller chercher les ressources externes. Je pense que ça a été mentionné tout à l'heure, mais surtout pour les hommes, c'est quand même encore un tabou de consulter. Puis moi, je suis assez jeune aussi dans ma vie. Donc, c'est pas que nécessairement un réflexe que les gens vont penser d'aller chercher du soutien. Parce qu'autant que la famille et l'entourage peut être d'une aide inestimable, autant que des fois, ça fait du bien d'aller voir une personne externe à qui on peut parler, à qui on peut lui raconter un peu nos doutes, nos incertitudes, notre frustration, notre tristesse. Puis moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, entre autres l'organisme Paliaide, que j'ai eu des rencontres avec l'organisme. On a même eu des rencontres familiales, donc la famille de Dominique et moi, pour avoir un espace qui était neutre en quelque sorte, puis qui était accompagné pour discuter de nos peines et de nos tristesses, puis aussi un suivi en psychothérapie. Donc, je pense que c'est important de le mentionner des fois. Une ressource externe, c'est tellement essentiel. J'aimerais faire du pouce sur ce que Jordan vient de raconter. J'y crois parce que moi aussi, quand mon conjoint est décédé subitement, j'ai eu la chance, je dirais, de pouvoir trouver un professionnel pour m'écouter, un psychothérapeute. Mais le petit bémol que j'ajoute, c'est quand on a des deuils soudains, c'est difficile. On est tout seul pour aller chercher de l'aide. Bon, il y a pas de meilleur deuil, c'est pas ce que je veux dire, mais lorsque quelqu'un est malade, qu'il y a un organisme qui est autour, on sait à qui s'adresser pour avoir de l'aide. On le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre, pénurie de rendez-vous auprès des travailleurs sociaux, des psychologues. Alors peut-être ce serait intéressant au niveau de l'appareil public de se pencher sur comment on pourrait aider les endeuillés qui vivent justement des deuils subis. Oui, je continue. Le point, j'embarque. Mais moi, tu vois, c'est 202 avec lequel j'ai eu affaire. Puis honnêtement, ça m'a. J'ai écrit sur Google deuil aide, puis c'est le premier qui m'a sorti. Puis honnêtement, ça a été 9 semaines de thérapie avec des gens endeuillés d'un conjoint et conjointe. Fait que, tu sais, si on pouvait se comprendre, ils prennent soin de prendre des gens de deuil similaires pour pas mélanger quelqu'un qui a un deuil de suicide ou qui a un deuil d'enfant. Ou de, tu sais, c'est différent. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ma psychologue aussi, qui me suit depuis bien des années, est revenue au travail parce qu'elle a eu un arrêt de travail. Fait que ça aussi, ça m'a aidé. Mais j'aimerais rajouter, moi, que j'ai eu la zoothérapie dans ma vie. Moi, j'ai 2 chiens que Philippe voulait absolument des border collés. Reste que je n'aurai plus jamais. Mais que j'aime d'amour, malgré tout. Puis, ben, évidemment, on n'en avait pas juste un, on en avait 2 avant qu'ils partent. Et puis, ben, Blue a d'ailleurs eu ses chaleurs pendant qu'il est décédé. En tout cas, bref, j'ai toutes sortes d'histoires que je me dis qu'il devait rire sa vie en haut. Mais bref, ces 2 chiens-là m'ont fait sortir de ma maison tous les jours par obligation. Puis possiblement parce qu'il fallait que j'aille dans le bois, parce que je marche dans le bois, et parce qu'il fallait que je vois possiblement les oiseaux qui venaient me parler en me disant, tu sais, je suis là, je te suis, là, tu sais, fait que ça, ne serait-ce que le grand héron ou le grand bec à tête rouge. En tout cas, j'avais toutes sortes de visites que j'avais jamais vues et que je marche là depuis 8 ans. Fait que curieusement, mes chiens m'ont fait sortir puis m'ont fait voir que la vie est belle malgré tout.
Un deuil, ça se vit aussi dans le corps, hein. Fait que physiquement, ça laisse des traces. Puis ça m'a beaucoup aidé d'aller me faire masser, puis ça me faisait pleurer aussi, parce que curieusement, le jour où dans ma journée, je pleurais pas. Mais quand j'allais à ces rendez-vous-là, j'ai fait des soins énergétiques aussi, de la réflexologie, puis ben, ça sortait. Tu sais, il y avait comme un lien avec le corps puis l'émotion, ça sortait par là. Puis ça m'a fait, vraiment beaucoup de bien. Puis au même titre que Jennifer disait, aller, marcher, sortir, tu sais, ça respirer, le grand air, c'est ça, que pour le corps, ça fait du bien. Moi, c'est lorsque le père biologique de mon fils est décédé par suicide, j'ai j'ai tapé, sur Google pour avoir, de l'aide pour mon fils parce que et ça a bien fait, il y avait un organisme, qui s'occupe, prévention du suicide, qui ont fait des rencontres avec mon fils et puis qui l'ont aidé à passer, le deuil de son père. Puis ça a été vraiment aidant parce que moi, comme mère, c'était difficile pour moi, j'avais pas les compétences. Puis surtout avec le fait, de son TSA, il fallait vraiment trouver, les bons, les bons mots et le bon suivi. Je vois que vous vous êtes entouré vous avez trouvé les ressources qui vous convenaient. Puis comment ça s'est passé ce processus de trouver des ressources? Est-ce que c'est vous tout seul qui l'avez cherché puis trouvé? Est-ce que vous vous l'êtes fait conseiller? Comment ça s'est passé? Ce que je constate à la lumière des commentaires de Nathalie et de Jordan, et de Jennifer, c'est qu'il existe du soutien pour les endeuillés quand on a des deuils soudains comme ça. Mais peut-être un manque de publicité, peut-être un manque de promotion et un manque de moyens. On sait que les organismes communautaires manquent de moyens. Donc, j'invite le gouvernement à s'y pencher encore un peu plus. Mais en ce qui me concerne, comment j'ai trouvé, c'est du bouche à oreille. C'est vraiment les amis qui... je connais quelqu'un, tu peux peut-être appeler là. Alors, ce serait bien qu'on ait peut-être un petit peu plus de promotion de nos organismes qui nous aident dans ce moment-là pour pouvoir justement non seulement en bénéficier, mais partager la nouvelle pour, comme on fait ce matin finalement, pouvoir dire aux autres que ça existe, ce genre d'aide-là. Je dirais même les maisons funéraires. Tu sais, en réalité, on va tous passer, là. Tu sais, on n'a pas le choix, c'est un passage obligé. Moi, je pense qu'eux, par leur connaissance, ils en ont déjà des informations, ils nous en donnent, mais je dirais quasiment d'être plus insistant. Mais je pense que c'est de pousser le bébé en bas du nid, là. Même si on est tombé d'un précipice. On peut tomber encore, mais tu sais, aller chercher l'aide, c'est nécessaire. Puis je pense que ça peut tomber dans leurs mains. Quand c'est dans leurs mains à eux, ils vont nous rencontrer d'une façon ou d'une autre. Fait. Peu importe l'état, puis peut-être pas nécessairement au moment où ça se passe, parce qu'on n'est pas nécessairement prêt à entendre ça, mais peut-être faire un suivi, mettons, aux 3 mois, tu sais, juste voir, tu sais, comment ça se passe, comment ça va. Quitte à ce que ce soit dans les frais funéraires. Je ne sais pas, moi, en tout cas, je le mettrais quasiment dedans. Et moi, comme célébrante, je vois souvent les familles endeuillées. Donc, je vais faire une petite pochette, puis je vais aller me chercher des dépliants. Tellement. C'est vraiment une idée que merci. Dans toute cette belle aide que vous avez reçue, je suppose qu'il y a aussi eu des choses qui ont moins aidé, qui ont été moins bien accueillies, moins appropriées. Est-ce que vous voudriez nous en partager certaines? Pas dans l'optique de pointer du doigt du tout, mais dans l'optique de se questionner en tant qu'accompagnant à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis qu'est-ce qu'on peut ne pas faire surtout. Dans la bienveillance des gens qui veulent nous aider, souvent, ils sont plus impatients que nous encore qu'on se sorte du deuil. Les gens ont de la peine qu'on ait de la peine. Les gens nous voient souffrir. Et souvent, ils voudraient que ça aille plus vite. Donc, on reçoit des commentaires comme « Oh, tu devrais passer à autre chose, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Il y a de l'impatience, mais bienveillante, qui est souvent exprimée. Je lancerais peut-être le message d'être patient autant qu'on peut l'être. C'est pas facile de voir souffrir quelqu'un qu'on aime, mais simplement être dans l'écoute. Oublier le jugement, oublier l'idée de vouloir qu'on passe à la vitesse supérieure. Juste nous écouter. Juste ça. Tellement. C'est vraiment ça.
Moi, honnêtement, je trouve que c'est vrai ce que tu dis, puis c'est aussi, d'accepter que ça nous tente pas tout le temps. Oui, tu sais, parce que là, tu sais, on a besoin, le monde pense qu'on a besoin, ben, c'est vrai qu'on a besoin d'eux, là, je dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais on a besoin aussi d'être seul. On a besoin de se retrouver, on a besoin de comprendre par nous-mêmes des choses qui sont pas comprises par les gens qui ont jamais vécu ça. Fait que, tu sais, on peut pas l'expliquer ce qu'on vit, c'est du cas par cas, mais en même temps, c'est très difficile. Fait que c'est d'être patient, mais d'être aussi respectueux de la solitude qu'on a besoin dans ces moments-là. Puis, je pense aussi aux enfants, tu sais, parce que les enfants, tu sais, on est le parent est blessé, souvent l'enfant, tu sais, il est maladroit, il sait comme pas trop comment gérer ça. Eux aussi ont besoin d'aide. Tu sais, c'est pas, si nous, on est les conjointes, ça va, mais eux, c'est quelqu'un de grand qui est parti aussi. Fait que je pense que aussi au niveau des organismes, je pense que faut aussi qu'ils soient capables d'aider les enfants, ce qui est pas en ce moment vraiment présent. Je sais que Deuil 02, il travaille sur le dossier parce que j'ai fait partie du CA évidemment pour brasser un peu les affaires. Mais surtout faire en sorte que, les filles à Philippe soient capables d'avoir, quelqu'un parce qu'ils ont vécu quelque chose de gros. Surtout aussi Clara qui l'a vu partir, tu sais, tu sais, faut qu'il y ait quelque chose quelque part qui se passe. Encore faut-il qu'ils le veulent, mais je pense que s'il y a des organismes pour les aider à leur façon d'enfant ou de comprendre comment eux ils sont, ça serait vraiment génial. Moi, je pense que ça manque en ce moment énormément. Oui, ben, je rebondirais là-dessus. Je pense, moi, ce qui m'a fait une différence des fois dans le fait d'être plus, me sentir brusqué ou de me sentir bien par rapport à quelqu'un qui souhaite m'aider, souvent de passer de l'injonction où tu devrais faire ça à plutôt est-ce que ça pourrait t'aider? Simplement de poser une question plutôt que d'avoir l'impression de me faire imposer quelque chose. Dans le ton, ça fait toute la différence. Puis moi, c'est ce qui a fait une bonne différence. Puis là, je donne un exemple, me faire dire, «Ah ben, t'es jeune, tu sais, tu la vie devant toi, tu vas t'en remettre». Ça disons que c'est pas nécessairement ce qui peut être aidant sur le coup, puis surtout de ne pas minimiser. Même si ça fait longtemps, même si, par exemple, l'événement traumatique remonte à des années, j'ai l'impression que ça va toujours rester, puis que il va toujours y avoir des moments difficiles, il va toujours y avoir des moments où que les gens, peut-être autour de soi, sont dans une forme d'incompréhension. Ben, tu sais, pourtant, ça fait longtemps, ou pourtant, tu as l'air d'aller mieux. Oui, mais il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de doute, d'incertitude, de tristesse, de colère, puis ça fait partie du processus. Donc, de ne pas nécessairement minimiser le deuil, puis de poser plus des questions que de donner des ordres ou même si ça reste bienveillant, là, souvent, là. Donc, je pense que c'est dans le ton, c'est ce qui fait une bonne différence. Merci beaucoup. Est-ce que Stéphanie, tu vas ajouter quelque chose? Moi, ce que j'ai trouvé, moins aidant dans mon cas ou en tout cas qui ajoutait un petit peu de lourdeur à la situation, c'est de gérer un peu, la tristesse des personnes autour, tu sais, qui venaient comme, un peu, s'épancher, dans mon salon, tu sais, plutôt que c'était pas très, réconfortant. Bien que, tu sais, on finissait par en parler, ce qui fait du bien, mais tu sais, moi, j'avais déjà, ma propre douleur à gérer. Fait que, tu sais, celle des autres, c'était un petit peu plus lourd à gérer, pour moi. Hem, c'est pas mal ça qui me vient, rapidement. Moi, en fait, avec mes enfants, quand je sortais, il y avait des gens qui me disaient: «Oui, mais, as-tu pensé à placer tes enfants? Tu es toute seule avec eux autres, ça doit être lourd». Mais, tu sais, ils savaient pas que moi, j'avais besoin de mes enfants, là, que c'était pour moi tellement aidant de m'occuper d'eux autres, de ou me faire dire: «Oh pauvre petite fille, tu sais ta maison, elle va être grande, ça va être de l'entretien, tu devrais vendre ça, là». Puis, ben oui, tu t'en vas pas demeurer dans 4,5 au deuxième étage avec 2 enfants en fauteuil roulant. Tu sais, c'est des fois des certains manques de jugement que puis moi, ben, j'ai refait ma vie genre, un petit peu avant 3 mois du deuil de Dany. Donc, je me faisais demander: «Ouais, mais tu es sûre que tu vas pas un peu vite?» Ben, je vais pas l'oublier là, tu sais?
voyons donc, ça m'appartient à moi, tu sais. Comme disait Jordan tantôt, le jugement, puis les conseils non sollicités. Je vois que ça te fait réagir, Stéphanie, si tu veux y aller. Oui, en fait, moi aussi, j'ai eu une conjointe assez rapidement, puis ça a brassé certaines personnes. C'est sûr que c'était pas aidant. Je les comprends, ils étaient tellement dans leur douleur. Puis il y a aussi des concepts de genre, bon, ben, un deuil, ça devrait durer tant de temps. Tu sais, puis tu vas passer par telle phase. Ah, t'es rendu à cette phase-là. Après ça, ben, ça va être ça. Tu sais. Tandis que une heure à la fois, tu peux passer dans toute cette gamme d'émotions-là, puis d'état d'être. Fait que oui, ça me rejoint ce que Nathalie a dit, je peux te comprendre. Le deuil, c'est tellement personnel, il n'y a pas de recette, hein. Puis en même temps, les gens qui souvent nous font ce genre de commentaires-là, c'est des gens qui n'ont pas expérimenté le deuil, puis on ne leur souhaite pas. Mais c'est pour ça que souvent, il y a une difficulté à se comprendre. Mais ils sont maladroits, en fait. Le jugement est maladroit. Pas mal intentionné, mais effectivement, puis c'est un peu ce qu'on se disait, tu sais, la vie, oui, la vie n'est pas finie, on respire encore, on voit, on sent, nos sens fonctionnent. L'affection, on en a besoin, elle est partie d'une façon subie. C'est sûr qu'on va la rechercher à un moment donné, c'est un besoin fondamental d'un humain. Fait que le temps, quand est-ce que tu trouves quelqu'un d'autre ou quand est-ce que quelqu'un d'autre est prêt à vivre avec toi et l'autre qui n'est plus présent? Le ménage à trois, Nathalie. Le mélange à trois, c'est ça. Mais il y a ça aussi. Puis quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a cette ouverture-là, puis qui est prêt à nous aimer tel quel, ben, y a-tu un temps pour redevenir amoureux de quelqu'un d'autre, tu sais? Puis d'aimer toujours l'autre? Je pense pas qu'il y ait de temps, moi. Juste expliquer le ménage à trois, ça peut peut-être surprendre, hein. Oui, Nathalie l'avait bien expliqué. C'est qu'on continue de vivre avec cet amour-là. Moi, je disais toujours, c'est comme quand on a des enfants, le deuxième, on l'aime pas moins. L'amour, ça se multiplie. Ça vaut pour les enfants, ça vaut pour les conjoints. Exactement. Puis c'est de trouver quelqu'un, comme vous disiez, qui a l'ouverture d'esprit parce qu'en fait, ils sont pas en compétition. C'est pas quelqu'un qu'ils vont rencontrer, mais il y a toujours une partie de moi qui va continuer à l'aimer parce qu'il m'a été enlevé. J'ai pas pris la décision de le quitter. Je pense que l'aspect qu'on n'avait pas encore mentionné, c'est l'aspect financier et de l'aide financière. Stéphanie, est-ce que tu voudrais nous parler de l'aide financière en cas de deuil? Oui, ben en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien et aussi aidant parce que quand notre conjoint décède, ben on se retrouve avec un salaire en moins. Souvent, c'est assez long régler la succession. Moi, dans mon cas, on était quand même assez bien préparés, malgré qu'on n'était pas, on est quand même un jeune couple, mais on avait des bons papiers d'assurance et tout ça. Ça n'a pas été extrêmement long, mais je pense que des fois, les gens, ils voudraient aider, se sentent vraiment impuissants, puis c'est comme un genre de vague d'amour aussi, là. Fait que moi, je dirais que j'ai accepté ça avec plaisir, puis j'ai trouvé ça vraiment utile. Puis, à contrario, je dirais que, ben, pour moi, ça s'est super bien passé avec, mon entreprise, puis j'étais en congé de maternité, alors j'avais pas, j'avais tout mon temps, en fait, qui m'a vraiment été précieux. Tu sais, au début, quand je disais que tout autour était comme orchestré pour que ça se passe vraiment bien, ça en fait partie. Puis, mais, c'est ça, quelqu'un que je verrais dont que l'entreprise harcèle, par exemple, pour qu'il revienne au travail ou quelqu'un qui a pas beaucoup de congés ou de temps pour s'occuper parce que c'est vraiment beaucoup de temps. Puis en deuil, on n'a pas une grande concentration. Moi, j'ai trouvé en tout cas que j'aurais pas pu nécessairement travailler là, du jour au lendemain. Fait que déjà, juste les papiers, c'était quelque chose. Donc, avoir en plus à gérer une pression de l'employeur qui nous oblige à venir travailler, ça, je trouve que ça aurait vraiment été vraiment plate. Puis on s'en parlait hors enregistrement, à quel point l'aide financière, puis le fait d'être flexible pour les employeurs, c'est important. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? mais moi, je trouve que c'est ça. Il y a pas de. Tu sais, on a un temps pour justement quand on donne une naissance. Puis
aux contreparties, quand on vit un décès, tu sais, les 2 font partie de la vie, hein. Puis on est obligé tu sais, de rentrer travailler comme si c'était banal, tu sais, mais en réalité, c'est très intense, quasiment autant. Fait que moi, je trouve que c'est important de laisser aux personnes de vivre leur deuil. Puis ça serait important aussi, encore message au gouvernement toujours, de permettre à la limite un chômage deuil, permettre aux employeurs de laisser la liberté à leurs employés de prendre le temps ou non, parce que tout dépendamment de l'aide que tu es. Moi, personnellement, j'avais besoin de travailler pour pas rester dans mon salon à morfler dans mes chiens. Mais sinon, tu sais, je pense que ça serait important, ça, justement, que ça soit pris en charge parce qu'effectivement, il y a la paperasse qu'on a à gérer. Tu sais, surtout faites un testament clair, net et précis. Déjà, ça va beaucoup aider. Mais un coup que ça c'est fait, nous, il faut le gérer. Il faut gérer les finances, il faut gérer plein de choses là, qui demandent, puis qu'on ne connaît pas, en fait, parce que, tu sais, ça, on ne l'a jamais vécu. En tout cas, moi, je n'ai pas vécu 2 fois un deuil de conjoint. J'espère jamais que ça va m'arriver d'ailleurs, mais je ne suis pas à l'abri de rien. Mais sauf que on apprend en vitesse grand V plein de choses qu'on ne pensait pas que ça allait nous arriver, puis qu'il faut gérer. Puis après ça, c'est les sous de qui, de quoi, tu sais, puis tout ça, là, c'est un processus de 2 ans. Tu sais, au bout à bout, là, tu sais, incluant impôts et tout, là, c'est très, très long de faire la gestion, financière. Surtout quand quelqu'un a une compagnie, en plus, par-dessus le marché. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment, tout ça, tu sais, faut laisser le temps aux gens de faire les choses comme il faut. Puis il faudrait justement, moi, je pense qu'il y ait un chômage de deuil. Vraiment. Oui, ben, à ce sujet-là, justement, moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre en précarité financière, là. J'ai eu accès à différents organismes différents, dont le chômage proche aidant, qui est quand même relativement récent au fédéral. Mais pour mon expérience personnelle, puis ça demeure personnel, c'est bien imparfait encore, des longs délais de traitement, c'est très ardu. Expliquer sa propre situation parce que déjà, il faut raconter à plusieurs personnes qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi les circonstances. Donc, ça peut devenir très éreintant. Puis j'ai eu accès au chômage maladie aussi, c'est de la même histoire, les délais de traitement sont très longs, c'est très compliqué. Puis disons que s'il y avait des différents programmes ou peut-être un service d'accompagnement pour nous aider à faire cette démarche-là, c'est ce qui ferait toute la différence. Puis dans notre société, puis là, je vais dire des gros mots, là, dans notre société capitaliste qui carbure beaucoup à la production, c'est très tabou la mort. C'est très tabou le deuil. On veut pas en parler. On veut que les gens soient de retour le plus rapidement possible en emploi, ce qui n'est pas réaliste. Puis c'est tout dépendamment des circonstances, tout dépendamment des personnes. Puis je pense que c'est essentiel en fait de laisser le temps que ça prend pour que la personne se sente en mesure de reprendre une vie plus active qu'avant. Tu sais, moi, ça fait presque 10 mois, puis je suis beaucoup plus actif qu'il y a 10 mois. Mais même encore, je perçois que je ne suis pas revenu à mon niveau d'avant, avant la maladie de Dominique, avant le décès. Puis ça fait en sorte que, bon, on est dans une situation que il faut prendre le temps. Puis prendre le temps, c'est ce qui est important. Puis j'aimerais passer un autre message aussi parce que je suis assez jeune, puis c'est un message que je voulais passer. Ça ne veut pas dire qu'on est jeune, qu'une assurance vie ou qu'une assurance maladie grave, c'est pas essentiel. On n'est jamais à l'abri de circonstances de la vie. Puis on n'est pas invincible, peu importe l'âge qu'on a. Donc c'est important des fois de prévoir puis avoir des discussions des fois avec son conjoint ou sa conjointe qui sont parfois difficiles sur des situations comme ça, ce qui permet de mieux vivre de façon plus sereine parfois les épreuves de la vie. Merci pour, le pont encore une fois, Jordan, parce que quand on débute une relation, moi, c'était le cas, je débutais une relation qui avait pas tout à fait 1 an, mais qui était extrêmement marquante dans ma vie. Quand on débute une relation, il y a un dicton qui dit qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, mais on oublie les papiers. De grâce, faites vos papiers, c'est pas le fun de parler de la mort, c'est encore tabou. On disait tout à l'heure, la mort, dans l'esprit des gens, la personne décède, il y a le corps, il y a les funérailles, mais après, la personne vivante, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'information, elle a besoin d'accompagnement. Donc, il faut penser à ça avant que ça arrive. C'est moins drôle que d'être assis devant une bonne coupe de vin puis de parler d'amour, mais il faut en parler pour justement c'est un geste d'amour qu'on fait pour le conjoint qui reste après, de prévoir tout ça pour alléger la peine. Merci beaucoup. S'il y avait un message que vous voudriez faire passer à des personnes qui vivent un deuil présentement
Ou à celles qui les accompagnent, ce serait lequel? Moi, je suis celle qui a vécu un deuil depuis un peu plus longtemps que vous tous et toutes. Le message d'espoir, c'est qu'il y a une vie. Il y a une vie après, qu'on arrive à vivre avec le deuil, qu'on arrive à vivre avec la personne qui est disparue, à se trouver une nouvelle relation avec cette personne-là, et puis le sourire revient, le beau temps revient. Faut pas se décourager. Faut se trouver un moyen de continuer de vivre avec la personne qui est partie. Oui, puis moi, j'ajouterais que le temps est notre meilleur ami. Oui. On a bien beau essayer de réfléchir à comment tout ça va se passer, combien de temps ça prend, combien de, tu sais, tout, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. Moi, j'arrête pas de le dire. Il nous surprend souvent si on le laisse aller, puis si on prend le temps de vivre malgré tout ça, tu sais. Puis en même temps, ben, c'est sûr que, tu sais, on en a parlé quand même, mais tu sais, d'être bien préparé aussi. Tu sais, malgré, comme tu dis, il faut en parler du deuil, ben, de bien préparer la personne qui va rester, ben, c'est vraiment précieux. Fou. Ouais. Puis chaque deuil est unique, donc il faut se laisser le temps, faut prendre le temps. Puis il n'y a pas de bonne façon de faire son deuil. C'est vraiment, c'est essentiel. Puis bon, ça fait le tour de ce que je voulais dire. Moi, je dirais de s'écouter sans se juger, euh, qu'on a le droit de vivre les émotions qu'on vit. C'est vraiment, c'est ça, il y a pas de recette. Il y a pas de recette, il y a pas d'ordre pour vivre les étapes du deuil. Par exemple, moi, j'ai vécu le déni de son vivant parce que moi, je voyais pas qu'il était malade comme ça. Les autres le voyaient autour, mais moi, je le voyais pas. Donc en quelque part, j'ai vécu mon déni de son vivant avant de vivre les autres étapes. Fait qu'il y a pas de recette clé, faut nous laisser aller à notre rythme et ne pas nous juger, simplement nous accompagner. Petite tape dans le dos, de l'amour et puis, tout va bien aller. Aujourd'hui, on a abordé le deuil d'un ou d'une partenaire amoureux ou amoureuse. De ce que je retiens de nos échanges aujourd'hui en ce qui trait à l'accompagnement qu'on peut offrir à quelqu'un qui vit un deuil, ce serait déjà de lui offrir une écoute, sans jugement, avec bienveillance, de le laisser aller à son rythme. Puis ce serait de prendre les devants, de ne pas laisser la personne partir par elle-même, puis devoir faire les démarches pour aller chercher de l'aide, mais de lui offrir, puis d'offrir de l'aide, qu'elle soit matérielle, financière, d'aller faire l'épicerie, d'offrir des plats. Je pense que c'est ça que j'ai retenu de vos échanges. Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous? Je vois des oui de la tête. Moi, je voudrais vous remercier infiniment pour vos précieux partages d'expérience, votre authenticité, puis votre générosité et votre bienveillance les uns envers les autres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous désirez obtenir du soutien ou connaître les ressources d'aide disponibles près de chez vous, vous pouvez appeler Info Sociale au 811 ou visiter le site québec.ca/santé mentale.